Imaginez que vous détenez une entreprise et que vous déposez une soumission. Vous êtes la personne la plus qualifiée pour ce contrat, mais on choisit quand même une autre entreprise. Et vous apprendrez plus tard que cette entreprise a offert un coquet pot de vin aux décideurs. Vous venez de subir un acte de corruption. Heureusement, la corruption, c'est quelque chose qui est totalement inconnu au Canada. Non, bien sûr. Comme tous les États, le Canada doit composer avec la corruption. Et le Canada a un grand rôle à jouer pour éviter que les entreprises canadiennes ne corrompent des agents publics étrangers. Mais justement, ces règlements permettent-ils de lutter efficacement contre la corruption d'agents publics étrangers par des entreprises canadiennes? C'est le sujet de cette Minute Éclair. Comment fonctionne la loi sur la corruption d'agents publics étrangers? Au Canada, les activités internationales des entreprises sont régies par la loi sur la corruption d'agents publics étrangers. C'est une loi particulièrement importante pour le secteur minier quand on sait que près de la moitié des entreprises minières du monde sont canadiennes. Deux types d'infractions sont sanctionnées par cette loi. En résumé, l'infraction de corruption vise quiconque qui offre un avantage, un pot de vin par exemple, à un agent public étranger en échange d'avantages. L'infraction de comptabilité sanctionne quiconque qui va faire des petites passe-passe comptables pour corrompre un agent public étranger, par exemple en falsifiant des chiffres ou en détruisant des documents comptables. Et l'infraction de corruption ne vise pas seulement la personne directement impliquée, comme l'explique Youssef Fishtali, avocat chez Fasken Martineau Dumoulin. L'infraction de corruption vise non seulement la personne directement impliquée dans l'acte de corruption, mais également celle qui est indirectement impliquée dans l'acte de corruption. C'est donc dire qu'une entreprise peut être accusée de corruption au Canada pour un acte commis à l'étranger, pas uniquement par elle-même, mais aussi par un consultant, un partenaire local ou toute autre personne avec qui elle fait affaire. Une autre particularité de la loi canadienne, c'est qu'elle a choisi de n'encadrer que la corruption publique, comme l'explique Emily Bundock, associée chez Fasken Martineau Dumoulin. Un autre élément important à noter en droit canadien, c'est que contrairement à ce qu'on voit dans le UK Bribery Act, donc l'équivalent du UK au niveau de la loi sur la corruption des agents publics étrangers, celle du UK traite aussi bien de la corruption publique que privée, alors que le Canada a fait le choix de s'attaquer uniquement à la corruption dite publique. Ce que ça signifie essentiellement, c'est qu'un des intervenants du scénario doit nécessairement être un représentant d'un État étranger. Ce régime est-il efficace pour sanctionner les actes de corruption? On pourrait se poser une question simple. Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d'être encadrées? Il y a une récente étude de Ernst & Young qui a été effectuée auprès de hauts dirigeants de plusieurs entreprises dans 62 pays. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle a révélé? Elle a révélé que 46% des membres des départements finances et 36% des CFO de toutes ces compagnies affirmaient être en mesure d'expliquer ou de justifier une conduite non éthique dans le but d'améliorer les performances financières de leur entreprise. Un nombre important d'entreprises est encore peu sensibilisé aux risques liés à la corruption d'agents publics étrangers. On comprend donc l'intérêt de la législation. Mais malgré sa loi, l'organisme Transparency International classe le Canada dans la catégorie des juridictions où la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers est considérée comme limitée, puisque peu d'enquêtes et de poursuites résultent de cette législation. Emily Bundock apporte un élément d'explication intéressant. La loi canadienne ne prévoit essentiellement qu'un seul type de contravention et de sanctions, donc ce sont des sanctions pénales. Ça peut mener à une peine d'emprisonnement maximale de 14 ans, mais essentiellement, on reste dans un régime criminel pénal, alors que le FCPA aux États-Unis prévoit un éventail beaucoup plus large de sanctions en cas de contravention à la loi, entre autres la possibilité de recours civil et donc nécessairement un fardeau de preuve qui est moins lourd pour le poursuivant. On peut comprendre qu'on veuille poursuivre au criminel une entreprise coupable de corruption. Mais qu'arrive-t-il aux employés de l'entreprise qui ne savaient rien de la situation?
C'est là un intérêt du régime d'accord de poursuite suspendu. C'est un régime qui permet à une entreprise essentiellement d'éviter une condamnation criminelle et les conséquences indirectes de la condamnation criminelle. On peut penser par exemple des pertes d'emploi, les pertes de droit à la retraite pour les employés de l'entreprise qui seraient condamnés, la valeur actionnariale de l'entreprise, mais évidemment, la renonciation des poursuites pénales par le ministère public vient avec une contrepartie. On pense notamment au versement d'une amende, à la pleine coopération aux enquêtes et aux poursuites qui sont en cours et aussi à la restitution des gains qui ont été faits résultant de la corruption. Et l'entreprise peut aussi, par ailleurs, se voir imposer l'indemnisation de victimes de l'acte de corruption et aussi la mise en œuvre et le renforcement des mesures internes qui sont en vigueur au sein de l'entreprise pour prévenir les actes de corruption futurs. Même si les accords de poursuite suspendus sont récents au Canada, c'est une procédure extrêmement commune dans d'autres pays. Ailleurs dans le monde, ces accords de poursuite suspendus ont été largement utilisés. C'est ce qu'il faut retenir. L'OCDE a publié une étude en 2019 portant sur 27 pays qui utilisent ces accords de poursuite suspendus. Dans 7 pays, ce mécanisme a même constitué le seul et unique moyen de condamner une affaire de corruption. Notre système laisserait-il place à l'amélioration ? Pour Marie Tanchon, qui a coordonné la chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie de la faculté de droit de l'Université Laval, la réponse est claire, oui. L'organisation Transparency International a constaté que la loi canadienne n'est pas claire concernant les processus de divulgation volontaire d'infractions de corruption par les entreprises et Marie propose 2 pistes d'amélioration. Tout d'abord, elle propose que la loi canadienne oblige les entreprises à se doter de programmes de contrôle interne, de déontologie et de conformité. Mais ce sont simplement des politiques, des procédures qui sont mises en place par les entreprises elles-mêmes, donc en interne, et qui sont destinées à limiter et surtout à prévenir le risque de corruption. Ce type de programme-là, il permettrait de répertorier un plus grand nombre de cas de corruption. Ce genre de programme a déjà fait ses preuves, notamment aux États-Unis. La loi américaine, elle oblige en fait les dirigeants d'entreprise à tout d'abord mettre en place ce type de programme interne et à maintenir un bon fonctionnement au sein de leur entreprise. Si ce n'est pas le cas, ces dirigeants, ils engagent leurs responsabilités personnelles. La jurisprudence américaine, elle nous a démontré en fait que ces programmes, effectivement, ils contribuent fortement à la divulgation volontaire des infractions de corruption et à l'engagement de poursuites pour des cas de corruption qui sont survenus à l'étranger. Donc le Canada pourrait donc fortement s'en inspirer. Mais ce n'est pas tout. Marie croit également qu'une autre piste d'amélioration se trouve au niveau des actes de dénonciation. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est un acte de dénonciation. Ça se caractérise par 3 éléments. C'est la divulgation d'informations liées à des activités de corruption, des activités illégales, frauduleuses ou dangereuses, qui sont commises dans ou par une organisation du secteur public ou du secteur privé et qui menacent l'intérêt public. C'est une chose qui peut nous sembler évidente. Si une personne est témoin d'un acte criminel au travail, elle devrait pouvoir le dénoncer. Mais le droit de dénoncer est imparfaitement garanti par la loi canadienne en ce moment. Oui, un lanceur d'alerte devrait avoir le choix du mécanisme de dénonciation qu'il souhaiterait utiliser. Il devrait avoir 3 options possibles. Il devrait pouvoir le faire premièrement sur son lieu de travail, donc à travers des mécanismes de dénonciation au sein de son entreprise. Si ce n'est pas possible ou s'il ne veut pas le faire via ce moyen-là, il devrait pouvoir le faire auprès des autorités publiques par des mécanismes de dénonciation qui sont externes à son entreprise ou, 3e possibilité, auprès de parties externes, donc auprès des médias, des syndicats professionnels, etc., en cas de danger public ou de danger personnel. Évidemment, ça n'est pas facile d'être lanceur d'alerte, car la personne qui dénonce prend de gros risques.
Alors, ces lanceurs d'alerte sont-ils suffisamment protégés? Les dénonciateurs, les lanceurs d'alerte prennent énormément de risques. Et lorsqu'ils ne sont pas suffisamment protégés, ces lanceurs d'alerte, donc, tu l'as dit, peuvent être victimes de représailles sous plusieurs formes. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une forme de stagnation professionnelle, une rétrogradation. On peut aussi parler d'harcèlement, de menaces, poursuites judiciaires, etc. Et l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, dans un rapport, a constaté que le Canada en fait, offre actuellement une faible protection des lanceurs d'alerte contre les représailles, notamment dans le secteur privé. Le Canada doit donc protéger plus efficacement toute personne qui utiliserait n'importe quel mécanisme de dénonciation. Le Canada prend donc au sérieux la corruption d'agents publics étrangers. Et les sanctions criminelles prévues le montrent. Mais le niveau élevé de preuves exigées pour obtenir une condamnation est une limite importante de ce système. La preuve ? Depuis l'entrée en vigueur de la loi, moins d'une dizaine de déclarations de culpabilité ont été prononcées au Canada. Le Canada a donc besoin d'un peu de souplesse, en recourant davantage à des accords de réparation qui règlent 96% des poursuites aux États-Unis. On pourrait aussi réglementer les politiques internes des entreprises afin de prévenir le risque de corruption. Enfin, en protégeant mieux les personnes dénonçant les actes de corruption, on pourrait poursuivre un plus grand nombre d'infractions. Or, en poursuivant un plus grand nombre d'infractions, les Canadiens en ressortiraient gagnants. En effet, la Covid-19 a démontré que les États qui obtiennent de bons résultats en matière de lutte contre la corruption offrent également de meilleures politiques de santé. La Covid-19 n'est donc pas qu'une crise sur le plan sanitaire. Elle montre également qu'un État engagé dans la lutte contre la corruption répond généralement mieux aux besoins de sa population lorsqu'elle en a le plus besoin.